C'est le moment! Merde, j'ai laissé l'effet sur ma voix. Pardon, excusez-moi. C'est le moment de dire bonjour à YouTube, chers amis du Twitch.tv/Sturi316. Vous êtes 316 justement, incroyable! Oui, ça se passe comme ça sur Twitch. Voilà, Sturi316, on est 316. Et ben c'est le moment de se retrouver en gaieté pour parler, pour spoiler, pour analyser, pour décortiquer, pour donner son petit avis sur NXT TakeOver In Your House. Regardez-moi, c'est beau, j'ai même préparé les visuels avec des néons là qui font comme ça. T'as vu ça? Les néons. C'est joli ça, avec l'arrière-plan qu'on avait utilisé pour le hashtag NXT SKO, le hashtag NXT SKO qui est d'ailleurs, au moment où on se parle, en rediffusion sur la corde à linge. Je ne sais pas si des gens le regardent. Je vais regarder ça, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui regardent ça? Comme ça, il y a une inception qui est en train de se faire. Voilà, c'est actuellement en première et il y a très précisément 13 personnes qui sont en train de regarder le SKO pour le moment. On les salue. On est là pour parler de manière plutôt chill et détendue, bien entendu, de ce pay-per-view qui était incroyable. Les inceptions, bien entendu, restent fortes. Désormais, vous les avez l'habitude, on est en rediffusion, en plus de ça, sur ces salles catch, sur la chaîne majeure, sur la chaîne mère. Tout simplement parce que NXT, même si je le dis en taquinant gentiment que c'est la Ligue 2, NXT, bordel de Dieu, ça doit compter parce que c'est génial et on va donner de l'amour à NXT après ce show qui était peut-être sans grande prétention, peut-être un peu prévisible, puisque là j'ai dû faire 100% de mes pronostics bons sur Univers Prono, pour peut-être la première fois. C'était peut-être très très prévisible, en effet, ce NXT TakeOver In Your House, mais pas mal de choses vont ressortir, notamment du très positif, et il y aura beaucoup d'amour, bien entendu, ça c'est pas une surprise pour quelqu'un qui s'appelle Carrion de type Cross. Carrion Cross, qui était absolument fantastique. NXT c'est que de l'amour, nous dit John Spartan 06, allez-y, partagez de l'amour à NXT, c'est parti, c'est le moment. C'est le moment, il mérite vraiment. Alors, il mérite, mais bien entendu, j'aurai des petites doses de sel à mettre de temps en temps, parce que, bah il faut. D'ailleurs, on a eu ce très beau clip, très rétro, tu vois, bah, j'aime bien le NXT comme ça, le World Wrestling Entertainment. Très référence, tu vois, justement aux années 90, ça me plaît. Petite référence, tu vois, au In Your House, un peu mythique des années 90. Et on est accueilli par Naomi Fox. Je ne sais pas qui est cette dame, je ne sais pas ce qu'elle a chanté, ce qu'elle a eu comme accomplissement mémorable au pays de l'oncle Sam. Elle vient chanter une chanson qui s'appelle In Your House dans un playback absolument parfait. Voilà, les gens s'enjaillent, il y a du monde dans la place. Ils avaient annoncé à peu près 300 personnes, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de monde, ça paraissait un peu stacked, mais le record d'affluence en tout cas pour le Capitol Wrestling Center, c'était particulièrement génial. Oui, peut-être une contraction entre Naomi et Alicia, on avait fait la blague, merci à tous les gens qui ont fait la blague bien entendu, et qui continueront de la faire, que ce soit sur la rediff YouTube, dans les commentaires, sur ce chat, on reste fort, l'humour est présent. Todd Pettengill, alors là en effet si vous êtes de la génération NT1, mais c'est qui Todd Pettengill? C'était le host justement des In Your House dans les années 90, il était déjà revenu au In Your House de l'an passé, il revient cette année, et bah, sa présence m'est toujours aussi sympathique. Todd Pettengill, il est sur les réservistes au barbecue, il n'est pas prioritaire, mais si quelqu'un veut pas venir, genre Kevin Nash, il veut pas venir au barbecue, on prendra Todd Pettengill avec plaisir. L'opener, ça sera nos bons amis, c'est un bon choix d'opener, 3 contre 3, Bronson Reed fait équipe avec MSK, ils feront face à Legado del Fantasma qui sont magnifiques. Ils sont tous venus avec des masques différents, il y a eu un plan sur les masques et tout, la production est aux petits oignons, et c'est un excellent choix pour ouvrir ce show bien entendu, parce qu'on va avoir de l'action, ça va être rapide, ça va être un peu total non-stop action, mais ça va pas nous épuiser. Et j'ai toujours peur avec NXT qu'on ait des matchs un petit peu trop épuisants, qu'on sache plus passer derrière. Là, c'était une dose parfaite qui s'est d'ailleurs ouvert avec pas mal d'humour, notamment avec Bronson Reed, qui est imbutable. Voilà, tous les mecs qui viennent se confronter à Bronson Reed, il y a l'incroyable Raul Mendoza, j'ai que de l'amour pour Raul Mendoza, qui fait un petit peu partie de mes catcheurs de derrière les fagots, que je préfère en ce moment regarder évoluer. Dans tout le catch confondu, Raul Mendoza, je le trouve absolument super. Joaquin Wilde, il a fait également une incroyable perf, j'ai trouvé sur ce match. Ils vont pas avoir besoin d'en faire des caisses, il y a des mouvements un peu légers, mais c'est plaisant à regarder, ça s'apprécie, c'est quand même un peu incroyable. L'action va
voilà, s'installer dès lors que Bronson Reed aussi va quitter le ring pour laisser place à plus de technicité, notamment entre des Nash Carter et des Wesley, des dives à l'extérieur magnifiques bien entendu, sans pour autant avoir, tu vois, une longue 8 chiante de la part de Legado de l'El Fantasma, qui ont cette manière de travailler qui est assez vive, très plaisante, très divertissante, et une foule qui va, je pense, en tout cas, je me trompe peut-être, jamais être surproduite de la part de WWE. On va laisser une ambiance vraiment propre au bruit qu'ont fait les 300 spectateurs, et ça c'était particulièrement appréciable. Je peux me tromper, mais en tout cas c'était pas flag s'ils ont ajouté quelques petits bruits pour faire plaisir. En tout cas moi ça m'a pas choqué. Il y a eu ce spot incroyable que j'ai malheureusement mal capté, mais autant le relater quand Santos Escobar va commencer à péter un câble à l'extérieur du ring parce que tout le monde est en train de faire quelques faux finishes, et il y a de l'animosité qui continue de monter. On sent bien que le coup d'après, ça sera Bronson Reed contre Santos Escobar. Ils ont refait, tu vois, le même spot qu'au dernier épisode de NXT. Santos Escobar, il va aller chercher la ceinture pour essayer de gruger. Et Bronson Reed va arriver de 11 Sezu pour le catapulter dans la barrière de sécurité. C'était hyper impressionnant. Encore une fois, il y a eu plein de replays, bien entendu, et on nous remontre. Super spot. Les finishes sont tombés, sans qu'on ait besoin de trop en faire, avec le gros splash à la fin de Bronson Reed. 1, 2, 3, victoire des Babyface qui conservent et les championnats nord-américains et champions par équipe, parce que tout était en jeu. Et ben c'était un chouette opener, léger, simple, sobre, efficace. Voilà. Il y avait une bande-son tout le long, nous dit Spiotte. Alors, s'il y a bien eu une bande-son, je suis désolé. Moi, elle m'a pas particulièrement pété au casque. Peut-être que j'ai pas écouté ça avec le meilleur des retours audio. C'est possible, peut-être de ma part. Mais bon, j'ai trouvé ça cool. Un bon 3,5, comme le dit Trafalgar. On est dans ces eaux-là, tu vois, un 3,5, un match qui sera pas notable, mais qui est une excellente mise en bouche pour ce show. Derrière, on va voir un petit... alors ça va être un peu un fil rouge, c'est William Regal a des ennuis. Alors, petit fil rouge, plutôt sympatoche. William Regal, ça va pas. Parce que on nous remonte des plans, des arrivées des mecs backstage. Il y a Johnny Gargano qui va se confronter avec Kyle O'Reilly dans le parking. William Regal, il va s'en mêler, il va faire séparez-vous, tout ça. Et ça va être un petit peu le running gag de la soirée. William Regal, il a du mal à gérer tout le monde. Voilà. Commence à être un petit peu dépassé par les événements. Pour pouvoir introduire le match suivant, sans mauvais jeu de mots, bien entendu, Todd Pettengill va proposer à Mackenzie Mitchell de revoir une cassette de VHS, parce que c'est un boomer à l'ancienne. Todd Pettengill, il utilise des VHS pour nous rappeler ce qui s'était passé il y a 4 ans dans le Mayon Classique entre Xi Ali et Mercedes Martinez. Parce que Xi Ali a très mal digéré le fait que Mercedes Martinez l'ait battue. C'était un déshonneur pour elle, son peuple, sa famille, etc. Lorsqu'elle avait été battue au premier tour du Mayon Classique. Donc il nous remonte des images, le petit clip de feud est plutôt sympathique. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on verra en clip de feud, c'est-à-dire ils vont juste insister là-dessus et pas sur Tiancha et tout, c'est principalement là-dessus. Parlons du match, changement d'ambiance, parce que là on passe sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, d'un peu plus froid bien entendu. Grosse entrée pour Mercedes Martinez également, mais aussi pour Tiancha, pour le clan, voilà, composé de Mei, de Boa et de, bien entendu, Xi Ali qui va avoir une entrée totalement incroyable avec une nouvelle coupe de cheveux, des tresses, voilà, il y a un contexte, il y a une ambiance qui s'est posée. En revanche, le match est digne d'à peu près tout ce qu'on aurait pu voir en weekly. C'est pas du NXT TakeOver Caliber, en quelque sorte. Ça me dérange pas, parce qu'on n'est pas encore, tu vois, monté très haut, tu vois, dans les tours. Mais pour ceux qui ont énormément d'attentes sur des matchs de NXT, je peux comprendre que vous soyez un minimum déçus. Après, elles n'ont pas pris trop de risques, ce qui fait qu'elles n'ont rien botché, rien n'était approximatif. L'histoire était simple à raconter, le match va durer 7 minutes, c'est une grosse domination dès le départ de Xi Ali, bien entendu, qui est un peu vénère, mais qui va se péter la guibole, la beuge, en voulant porter un coup de pied à Mercedes Martinez. Elle l'a tapé directement, comme le disait Christophe Ajus, il le dit encore avec Philippe Chéreau, elle a tapé dans le poteau, ou ça dans le poteau, vous connaissez la suite. Petit work sur la jambe, bien entendu, de Xi Ali, qui va poursuivre un petit peu la rencontre. Quelques moves assez sympas de la part de Mercedes Martinez, qui va réussir à porter un magnifique Kamigoye à la manière de Kota Ibushi. C'est absolument pas le finish. Elle a aussi une espèce de variation du Razor's Edge, où elle fait basculer la meuf sur le côté. Enfin, c'était assez joli aussi. Quelques moves bien sympas, avec des bons dégagements. Boa qui a essayé de s'impliquer sans s'impliquer physiquement. C'est une implication sans s'impliquer, mais Boa est aux abords du ring. Finalement, Xi Ali va réussir à remporter la victoire avec son coup de pied
à la Hayabusa, c'était encore une fois magnifique, très bien amené. Victoire 1-2-3. Xiali reste forte, la bonne personne à gagner bien entendu, parce qu'on sent que c'est le projet pour la suite, mais il va y avoir un aftermatch assez étonnant. Xiali, elle va pas vouloir en rester là. Elle va demander à Boa de lui amener une chaise pour poursuivre le mauvais traitement accordé à Mercedes Martinez. Et là, il va se passer quelque chose de pas banal. Alors qu'elle voulait se servir de cette chaise pour terrasser Mercedes Martinez, Martinez va revenir, elle va réussir à se saisir de la chaise, à porter à plusieurs reprises des coups de chaise, que ce soit à Xiali, mais également à Boa. Je crois qu'il y a un coup de chaise qui est porté en plus à la tête directement, c'est pas banal de voir ça, enfin bref. Et là, elle va pointer du doigt, elle va avoir un gros échange de regards, c'est après un petit jeu de lumière avec Mei Ying, qui est resté, tu vois, sur la rampe d'entrée à observer ça. On rappelle Mei Ying, une personne un peu mystique, d'un peu plus de 4000 ans, 4 millénaires qu'elle est sur Terre, dont on ne sait pas grand chose, mais c'est elle qui est la raison derrière laquelle Xiali est devenu cheaté, visiblement. Enfin, cheaté sans plus. Hein. Et Mei Ying, elle va se lever, s'approcher. Les gens sont un petit peu enthousiastes à l'idée de voir cette confrontation, de voir Mei Ying peut-être s'impliquer physiquement. Et Mei Ying va porter une espèce de Tongan Death Drip à la manière de Haku. Et elle va balancer Mercedes Martinez contre le coin, donc finalement c'est pas Xiali qui ressort le plus over, c'est Mei Ying, mais Mei Ying je vois pas comment ils peuvent l'impliquer physiquement dans des combats prochainement, parce qu'on sent qu'on est sur un niveau un petit peu mystique Alexa Bliss, qui est pas commode pour NXT. Enfin bref, on verra ce qu'ils deviendront là, tous ces beaux gens du Chinois Gang, comme je les appelle très affectueusement évidemment. Un match qui a peut-être plus servi d'angle à nous présenter encore un petit peu plus ce clan qui risque de prendre un petit peu plus de place hein, et d'envergure au sein de NXT. C'est pour le marché en Chine, certains diront. Bien public qui nous dit 4000 ans, ça va, on est toujours dans la moyenne d'âge de Raw et de SmackDown. Il y a peut-être en effet une espèce de petit projet, comme tu le dis, main roster like, quelque part. Enfin bref. Grande classe de Xiali. Xiali était très très classe, super acting, ça progresse, mais pas un match NXT calibre, un filler. Donc ce fait c'est bien, on est dans un mood qui est pas épuisant avant de voir le prochain combat. Avant ça, bien entendu, on a nos bons amis Tim Thatcher et Tommaso Ciampa qui nous font un petit coucou, et notamment un coucou adressé aux Grizzly Young Veterans qui vont affronter la semaine dernière pour déterminer des nouveaux aspirants au championnat par équipe. Donc la feud va se terminer visiblement entre les deux équipes mardi prochain. Voilà, on rappelle hein, que mardi c'est NXT, mardi c'est Youpi. C'est aussi Toonami. Là en ce moment ils sont vendredi, donc c'est pas pareil. Et ça y est, on a le clip de feud, on nous amène Ted DiBiase avec la mallette, le président Zouzou pour les 13 mois, merci à toi Benoît96, merci pour les 13 mois. Bonsoir Monsieur Ri et le chat, comment tu vas Sturi? Je viens de finir NXT TakeOver, 13 mois déjà, incroyable. Merci pour ton soutien, merci pour le président Zouzou. Là c'est pas le président Zouzou qui vient, mais un peu tout comme. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui prend des décisions, qui remet sa ceinture prestigieuse. Bon, soit... des années 90, une ceinture qui a bientôt 30 ans maintenant, c'est incroyable. En jeu, Ted DiBiase, dans un match de l'échelle qui va opposer Cameron Grimes et LA Knight. Alors, il faut qu'on fasse un point, qu'on pose des bases tout de suite, là, clac, hop. Cameron Grimes est hyper over avec le public. Non mais là, on s'en rend compte, le mec, dans ses promos, tout ça, il est arrogant, mais son côté un petit peu goofy, casse-gueule, là, devant une foule un petit peu plus présente, on se rend compte qu'il est peut-être plus over que ce à quoi on pensait. Cameron Grimes est super over auprès des 300 personnes qui sont là au Capital Wrestling Center, et quelque part tant mieux parce que c'est lui qui va avoir le côté le plus babyface pendant ce match, vous en doutez bien. LA Knight a vraiment été portrayé depuis le début comme un heel arrogant et peut-être un peu, je sais pas, un peu opportuniste, ouais, arriviste, j'en sais rien. Un chouette match qui va avoir un... Parce que LA Knight, c'est pas le catcheur le plus flashy, par contre, Cameron Grimes, il est méga flashy, mais on va quand même avoir quelques bumps plutôt sympas pour le business, notamment, première German Suplex, là, qui avait très bien été captée par ma part de Cameron Grimes sur LA Knight. Quelques moves un peu sympas, un peu d'innovation, sans être pour autant totalement exceptionnel. Ça va durer combien de temps ce match? J'ai oublié de prendre la durée. On me fait signaler à la régie de la durée du match. 19 minutes quand même. Peut-être un peu long pour la finalité, mais c'est plutôt bien passé. On est un peu plus dans ce calibre NXT TakeOver Level, pour ma part, où c'est Cameron Grimes, bien entendu, qui va briller le plus, qui va prendre des bumps un peu fous. Alors là, si vous comprenez pas ce qui se passe, si vous avez pas vu le show, il est monté, il y a mon trou également, merci. Donc les golas, pour mon trou, to the moon.
Il est monté justement to the moon, il a grimpé sur une structure où il y a des lumières, etc. pour faire un dive un peu à la manière de Yoshirai qu'il avait déjà fait à un précédent NXT TakeOver contre Tony Storm et Mercedes Martinez. Gros dive de la part de Cameron Grimes, et il va prendre derrière, alors qu'il était sûr de gagner, qu'il allait décrocher la mallette avec la ceinture to the moon. Il va prendre ce bump totalement fou pour le business, basculer de l'échelle poussée par LA Knight sur une autre échelle qui était installée. Un bump très intéressant, super spot. Et la victoire derrière de LA Knight. La bonne personne à gagner. Mais Cameron Grimes, il y a peut-être un projet désormais à l'utiliser en babyface de manière un peu plus évidente. Avec moins de nuances. Je pense qu'il peut être, avec le retour du public, si ça se fait du côté d'NXT, parce qu'il n'y a encore rien de véritablement annoncé jusqu'à présent d'un retour, tu vois, au Full Sail University avec un peu plus de 1000 personnes, tout ça, des grosses ambiances. Cameron Grimes, on est un petit peu dans une recherche de gros babyface du côté d'NXT. Je pense qu'il y a une carte à jouer. Voilà. Entre la comédie et le work rate, il y a vraiment une carte à jouer. Et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc, nouveau champion $1 million bell. C'est lui qui est choisi par Ted DiBiase pour être l'élu. Je sais pas où le programme va s'installer avec LA Knight. C'est peut-être une bonne manière de le faire patienter avant peut-être de step up vers le main event. Parce qu'il y a quand même un projet un peu main event avec Eli Drake. Qui semble un peu perceptif. Je peux comprendre que c'est le genre de catcheur, un peu comme l'était Bobby Roode à l'époque d'NXT. Un projet qui doit intéresser Triple H pour une vibe un peu plus old school. Il a un peu un attrait main roster aussi, LA Knight, faut pas se mentir. Il y a quand même un truc cool. Est-ce que le titre sera défendu ou abandonné, nous dit Anto John Awesome. J'en ai pas la moindre idée. Il peut être défendu peut-être dans le cadre d'une storyline autour de Ted DiBiase ou pas. Alors là, j'en ai pas la moindre question. Je pense que c'est un truc qui va un petit peu se freiner avec le temps. Ça va peut-être s'essouffler. On revient avec des petits segments rigolos avec Ted Pettengill qui est vraiment un boomer, qui est pas du tout à la mode parce qu'il se fait harponner par les mecs de Hit Row qui viennent présenter leur merchandising et il est pas totalement à l'aise avec les mecs de Hit Row, Ted Pettengill. Bon, ça se sent. Un autre mec qui est pas à l'aise, c'est ce bon vieux William Regal. Oh, merde alors. Là que c'est Pete Dunne et Karrion Kross portés sur la croix, là, qui ont décidé de se battre. Pete Dunne est porté sur la croix, là, ils se sont croisés backstage. Ils veulent se foutre sur la gueule, mais arrêtez. Arrêtez, il doit dire William Regal, arrêtez de vous battre. Très sollicité ce soir, c'est le chaos backstage, c'est pas possible. Bien. On va retrouver Raquel Gonzalez face à Ember Moon. Chouette clip de présentation où ils ont beaucoup insisté sur le parcours et le prestige d'Ember Moon au sein de NXT il y a quelques années. Voilà, ils n'ont pas pu montrer ces faits d'armes marquants dans le main roster parce que ils n'ont pas mis de Takasema Switch. C'est un peu dommage. Mais c'est elle qui avait accumulé ce momentum pour peut-être le meilleur programme d'attente pour Raquel Gonzalez en attendant d'avoir, je ne sais guère, des Frankie Monet, des Sarray, des autres catcheuses, des autres lutteuses, peut-être un retour de Yoshirai dans la title picture, on ne sait pas. Mais c'est Ember Moon qui s'y colle. Et on a un match qui est là aussi un peu en dessous du calibre de tous les grands matchs féminins qu'on a eu lors des précédents takeovers. Ce qui est un peu dommage parce que ça met un coup de frein à Raquel Gonzalez, mais je suis également surpris d'une chose. C'est que Raquel Gonzalez n'a pas été présentée comme très très forte dans ce match. Ember Moon, elle est propre dans le ring. Elle a un in-ring qui est quand même vachement propre avec des mouvements aériens. On va reparler de l'éclipse, c'est quand même un move totalement exceptionnel. Il y a des choses un peu flashy avec Ember Moon qui sont plaisantes. Raquel Gonzalez, elle occupe un peu ce territoire de powerhouse. Ça marche bien contre une rare replay, contre d'autres, je suis pas toujours convaincu. Surtout que là, la psychologie du match, elle est un peu étonnante. C'est Raquel Gonzalez qui a un peu besoin des interventions ou des distractions extérieures de Dakota Kai, qui va accompagner justement Raquel Gonzalez pour ce match, pour reprendre le power end. Et ça me déçoit un peu d'avoir une Raquel Gonzalez présentée comme ça. C'est peut-être bon pour le suspense, mais le match avait pas non plus un suspense totalement fou. Ça se déroule, bon c'est pas si mal, hein, dans le ring, il n'y a pas de gros foirés. L'éclipse c'est encore une fois magnifique, apporté par Ember Moon. Mais il y a l'éclipse, et tu vas dire, bah c'est bien, il va y avoir compte 2-3 derrière, parce que qu'est-ce qui peut stopper le truc? Bah non, il va falloir qu'une Dakota Kai s'en mêle et mette le pied de Raquel Gonzalez sur les cordes. Et bien entendu, Dakota Kai, elle fait, moi, j'ai rien fait, attention, voilà. Et ça tombe bien, il y a Shotzi Blackheart qui est revenu de blessure, qui est revenu de nulle part pour balancer Dakota Kai dans les rosiers. Voilà,
pour s'en débarrasser, pour laisser le match se dérouler dans les meilleures conditions. Il va y avoir un incroyable tornado DDT de la part de Ember Moon qui va continuer de garder l'avantage sur la rampe d'entrée, portée sur Raquel Gonzalez qui va réussir à se dégager au compte de 2. Elle va bloquer une nouvelle tentative d'éclipse, retourner, voilà, il y a un contre dans le coin, elle va amener sa power bomb à une main, là qu'elle fait, je sais plus comment ça s'appelle, le Shingo Bomb, je sais plus comment ça s'appelle, mais victoire de Raquel Gonzalez, mais un peu déçu de la voir pas très forte, qu'elle ait besoin, tu vois, de Dakota Kai sur la plus grande partie du match, notamment pour l'aider à se dégager de l'éclipse. Franchement, Raquel Gonzalez, elle aurait été la première catcheuse à se dégager de l'éclipse, tu vois, de manière un petit peu choc, sans qu'il y ait d'intervention extérieure. Je pense que ça aurait été meilleur pour la crédibiliser. Ember Moon, on le savait d'avance qu'elle n'allait pas gagner. Je pense qu'elle aurait plus eu l'intérêt de laisser passer, tu vois, son éclipse. Dégage-moi, 1-2, dégagement, c'est pas grave. Mais bon, ils l'ont pas fait. Un peu décevant, certes. Mais honnête, hein, attention, ça reste un match totalement honnête. Trafalgar qui nous dit, hormis le main event, c'est un takeover très sobre, très digeste, qui vient trancher avec l'image des shows épiques que peuvent avoir les takeovers traditionnellement. Pas mauvais, mais une ambiance différente. Dans le côté plus digeste, on y est totalement. Moi, ça me va bien. Hein. Moi, de voir que des 5 étoiles là s'enchaîner ou des matchs... Là, c'est bien. On est souple. Et ça va laisser de la place, justement, pour peut-être un peu mieux apprécier le main event, hein, qui s'en vient. On va en parler dans un tout petit instant. Todd Pettengill, il fait encore une fois le boomer, là. Il le dit lui-même, hein, qu'il est un petit peu dépassé par tout ce qui se passe au sein de NXT. Il va commencer à jouer de ses... C'est les jeux avec, je sais plus, ça s'appelle Karate Fighters. Et il y a Dexter Lumis qui vient jouer avec lui, mais Dexter Lumis il perd, il est mauvais perdant, il attrape une des figurines, il la presse dans sa main, il fait les gros yeux, comme il fait à tout le monde à Todd Pettengill, et il part très mauvais joueur. Dexter Lumis, mon opinion envers lui vient de baisser considérablement. Je suis très déçu. La semaine prochaine, NXT, The Great... Non, pas la semaine prochaine, pardon. Le 6 juillet, NXT Takeover... non, pas Takeover, pardon. NXT The Great American Bash. Il y aura un épisode, un weekly spécial Great American Bash. Pour l'instant, on ne sait pas quels sont les matchs annoncés, bien entendu. On le découvrira lors des weekly. Mais ils vont refaire un weekly special. Même s'ils sont plus en phase de All Elite Wrestling, c'est bien, ils gardent ce truc des weekly special. Et je trouve ça être une bonne idée. On aura également, la semaine prochaine, ça par contre c'est officiel, c'est annoncé... Tornado Tag Team Match entre Tommaso Ciampa et Team Thatcher contre les Grizzled Young Veterans pour déterminer les aspirants numéro 1 et Kushida qui va faire un Open Challenge. Petite curiosité à chaque fois de savoir qui viendra défier Kushida pour cette Open Challenge. J'aimerais bien que ça soit Johnny Gargano, qu'on rigole. Non mais c'est vrai quoi, les Cruiserweight, pourrait quoi. On est parti et là ça va être très sérieux, c'est bonheur les mecs. Oh là là la vache, quel bonheur totalement incroyable. Ce Fatal 4-Way qui est le main event, bien entendu, de ce NXT TakeOver. 2h20 de show. Hein, je fais une petite pause pour vous rappeler la durée totale du show. 2h20. Et comme je vous dis, quelque chose, un show très très digeste avec un Fatal 4-Way qui va lui durer un Fatal 5-Way, pardon, qui va durer lui 26 minutes. 26 minutes pendant lesquelles je me suis pas ennuyé, mais pendant lesquelles, s'il faut tout de suite mettre mon petit grain de sel sur le truc, j'ai pas eu l'impression, à aucun moment, que Cross était en danger. Voilà. Ils m'ont pas créé ce sentiment, tu vois, de suspense dont je les aurais cru capables. En revanche, par contre, il va y avoir des spots, c'est la folie. C'est une fluidité incroyable parce que les 4 petits là, les 4 cruiserweights qui sont avec Karrion Kross, ils sont tous hyper complices. Ils ont une chimie qui n'égale personne. C'est vraiment la grosse source, tu vois, de qualité hein, du côté de NXT, c'est plus du tout à démontrer. Johnny Gargano, qui est habillé aux couleurs du Outbreakage, Shawn Michaels. D'ailleurs, si vous avez suivi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, The Way, ils avaient tous cosplayé. Shawn Michaels, Diesel, et je crois qu'il y avait également, je sais plus s'il y avait Triple H, il y avait Shawn Michaels, Diesel, non, X-Pac et Razor Ramon. Voilà, très très cool, super. Ils avaient fait des cosplays là avec Austin Theory en Diesel, pas Shotzi Blackheart, Indy Hartwell, elle était habillée en Razor Ramon, c'était super, c'était super. Et quand il est en train de remonter justement les backstage, il y a Shotzi Blackheart qui est en train de faire la bagarre avec Dakota Kai, et on voit là un petit William Regal, c'est toujours la S. Donc très très beau Johnny Gargano, ils vont tous avoir des entrées, sauf peut-être Kyle O'Reilly qui a une entrée plutôt sobre, je dirais. Pete Dunne qui est tout de blanc vêtu et ça lui va drôlement bien, dis donc, il avait ce côté un petit peu exceptionnel. Match de prestige, match où il est en main event d'un pay-per-view, il a sorti la tenue blanche.
C'est pas si mal, c'était plutôt classe. Ça l'a démarqué un petit peu tout le monde et je pense que c'est peut-être le catcheur qui a le plus brillé. Derrière Karrion Kross évidemment, mais qui a le plus brillé peut-être sur tout ce match. C'est celui que j'ai retenu le plus et tant mieux parce que Pete Dunne, j'avais tendance à un petit peu le sous-côté, enfin non, le surcoté ces derniers temps. Adam Cole, enfin, le boom est arrivé au bon moment avec la musique, la nouvelle musique que les gens aiment pas encore véritablement. Et là, il y a 300 personnes qui disent Adam Cole bébé, c'est pas aussi huge qu'il fut un temps, mais c'est quand même assez plaisant. Les plans sont beaux, bien entendu, l'entrée de Karrion Kross portée sur la croix, bien entendu, est totalement spectaculaire. Et c'est un gros défi, on attend Karrion Kross justement pour savoir s'il peut interagir avec tous ces mecs qui ont énormément de cardio, énormément de jus. Eh ben, on va pas être déçus. Déjà, cette image est incroyable. Hein. T'as Karrion Kross qui est ciblé par les 4 hommes, on sent qu'il va y avoir ce contexte de 4 contre 1, et que Karrion Kross va devoir gérer ça du mieux possible. Alors, ils vont tous y aller les uns après les autres parce que c'est un peu surprenant. Tout le monde commence à se battre sans cibler Karrion Kross. Les mecs se sont battus, se sont tout de suite arrivés à l'extérieur du ring et tous les uns après les autres vont aller confronter en un contre un Karrion Kross qui va savoir tous les repousser un à un. C'est quand bien entendu ils vont s'y mettre à 4. Regardez ça. Le mec il fait des doubles German suplex, des doubles Saito suplex, des doubles Northern Light. Il s'amuse, il se promène et c'est impressionnant. C'est le Brock Lesnar gimmické en effet de NXT. Mais c'est impressionnant, c'est super. Quand il n'est pas dans l'action, quand il est un petit peu à l'extérieur du ring, on va laisser de la place justement pour les autres et on va y avoir énormément de combos, de prises de soumission à 3, voire même des fois à 4. Beaucoup de combinaisons, genre tous les moves que tu peux mettre, tu vois, pas les finishing moves, mais les moves que tu peux mettre dans les jeux vidéo en tag team, tu les retrouves un petit peu, tu vois, en composition là dans ce match, ça rythme, ça dynamise, il y a ce côté un peu chorégraphié certes, mais vu que la fluidité est présente, c'est pas gênant. Karrion Kross qui vient d'ailleurs casser là, cette tentative de Gargano Escape sur les deux catcheurs en power bonbon, en power bonbon, power bonbon, pardon. Pas rester fort celui-là. Pete Dunne, c'était super. Je te dis, en move exécution, c'est incroyable. Et là, il pointe Adam Cole, qui est le seul qui reste à l'extérieur. Et Adam Cole, on le sait, c'est un petit peu le catcheur qui a peut-être le plus en avant dans la storyline contre Karrion Kross, qui peut poser problème. Et justement, on retrouve un petit peu plein d'imbrications des storylines du passé aussi entre les différents protagonistes. C'est plutôt c'est pour ça, c'est 26 minutes qui passent bien. Si t'as les rêves, si t'as tout le truc. Ils vont se décaler vers l'extérieur du ring, ils vont aller jusqu'au stage d'entrée. Là, Karrion Kross va commettre peut-être sa première grosse erreur. Il va passer à travers la porte du décor. J'avais très peur que ce passage de Karrion Kross à travers la porte marque une longue absence de sa part dans le match. Qu'il fasse de dos, genre pendant 10 minutes, et qu'il revienne à la fin. Un peu comme Lesnar dans ce fameux Fatal 4-Way de SummerSlam. Ça va pas être le cas. Il va y avoir un peu de cruiserweight action, on va dire, et c'est très très bien parce que les mecs combinent super bien, mais très vite Karrion Kross va revenir de l'extérieur du ring pour choper les mecs, les balancer à l'extérieur des barricades et redonner vie, tu vois, l'action dans le ring. Alors, quand ça combine là entre les quatre, il y a toujours des trucs fous. Là, j'ai capté, là, si vous comprenez pas ce qui se passe, il y a un Poison Rana avec un super kick d'Adam Cole sur un Pete Dunne qui vend super bien. C'est des moves d'un autre univers. Il y a Karrion Kross qui arrive, qui combine avec les mecs, tout ça. Il y a les 4 mecs qui dorment, des plans de haut, des choses, voilà, les 5 mecs qui dorment. Et Karrion Kross qui va, après ça, rentrer un peu en mode berserk et commencer à balancer un peu à la manière de Brock Lesnar, hein, ça m'y fait penser, avec des German suplex sur absolument tout le monde, sauf Pete Dunne, qui va être celui qui va résister, il va retomber sur les pieds. Voilà, les poses aussi totalement épiques de Karrion Kross, pour ça, un grosse star. Pete Dunne va réussir un petit peu à contrer, et les mecs vont réussir à s'associer, notamment une association qui fait plaisir. Quand il est là en difficulté, porté sur la croix, t'as Adam Cole et Kyle O'Reilly qui vont se regarder, même si les mecs, tu vois, se haïssent désormais, ils vont dire, il faut qu'on cohabite. Ils vont aller ensemble porter une powerbomb sur la table des commentateurs sur Karrion Kross, qui va reprendre un petit dodo. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop long, et quand il revient, c'est un peu épique. Ça combine, bien entendu, encore une fois, les 4 hommes, tu vois, se font face, tout le monde va se porter des prises de soumission, il y a soumission d'un côté, Kyle O'Reilly, Pete Dunne, comme personne veut abandonner, ils vont lâcher les mecs sur qui ils font les soumissions, ils vont commencer à se faire des gros échanges de Baines, soumission de Pete Dunne. Je vous dis, Pete Dunne ressort assez fort d'à peu près tous les échanges, il va se prendre peut-être un des plus beaux moves de ce match, double super kick sur un moonsault de Pete Dunne, de Johnny Gargano et de Adam Cole. Le timing était incroyable. Le timing était parfait. Il a tombé derrière 1-2 dégagements. Bon, peut-être un peu cheaté. J'aurais bien aimé que Kyle O'Reilly vienne pour casser le tombé, que ça soit autre chose. Mais il va se dégager. Gargano escape sur 2 personnes. Il y a Kyle O'Reilly qui va revenir derrière, qui va porter un gros coup de genou dans la nuque
de Johnny Gargano. Et là, quand Pete Dunne va être un petit peu l'homme fort, encore une fois, des 4, grosse confrontation, gros face-off avec un Karrion Kross qui a terminé de vendre à l'extérieur du ring. Pete Dunne qui va revenir dans le ring, qui va l'appeler, qui va lui dire mec viens, et Pete Dunne qui va réussir à dominer Karrion Kross un court instant jusqu'à lui porter le bitter end pour un compte de 2 malheureusement, arrivé sur sa prise de soumission, tout ça. C'est cassé bien entendu par tous les autres, mais c'est là en fait ça s'est construit, et le match que j'ai le plus envie de voir désormais, c'est Karrion Kross contre Pete Dunne en 1 contre 1. Je pense qu'on peut vraiment avoir grâce à ce match des éléments qui peuvent nous bâtir un programme en weekly très très pertinent. Il va y avoir des tentatives bien entendu de Gilbert Bécaud sleeper hold de la part de Karrion Kross qui va en finir, mais la première il la fait pas en Gilbert Bécaud, il la porte normalement, du coup il laisse les mains, d'habitude il ferme la prise en mettant sa main derrière la tête, de ce fait les doigts sont pas à disposition, et là il a laissé les doigts à la portée de Pete Dunne, erreur de la part de Karrion Kross qui va commencer à étirer les doigts bien entendu de son adversaire et à lui faire très bobo. Il y a des sleepers qui sont portés par absolument tout le monde. On essaye malgré tout, tu vois, de porter de différents finishes sur Karrion Kross, mais le mec revient tout le temps. Bon là, après, le coup de genou de Adam Cole, il va redormir un peu. Ça va se concentrer entre Adam Cole et Kyle O'Reilly par la suite, où Kyle O'Reilly va réussir à amener la heel hook sur Adam Cole, qui est peut-être sur le point d'abandonner. C'est très très bien filmé parce que en contrebas, là, on voit un petit bout de chaussure en train de dépasser derrière la tête d'Adam Cole. Il y a justement notre bon ami Karrion Kross qui reste allongé. Il va se relever. À un moment, je me suis dit, il va se relever comme le Taker, le con. Heureusement, il l'a pas fait. Il s'est relevé derrière quand Adam Cole était sur le point d'abandonner pour attraper la tête de Kyle O'Reilly et le mettre dans la Gilbert Bécaud Sleeper. Je sais pas s'il y en a un nom, mais j'aime bien l'appeler comme ça. Voilà. Et maintenant, que vais-je faire? Et il va faire pass out Kyle O'Reilly. Le finish était un peu innovant. Le mec reste très fort. Je ressors quand même, tu vois, avec ce petit sentiment en disant bon, maintenant c'est bon, il a prouvé qu'il était meilleur que les 4. Comment on va pouvoir construire la suite? Mais par contre, le gars a une aura de star. C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce qu'il fout encore à NXT là? Moi, j'ai envie de le voir dans le main roster. Alors, je sais que les pros NXT vont me dire non, laissez-le faire des bons matchs à NXT avec tous les cruiserweight là, parce que c'est absolument génial. Mais je pense que c'est un mec qui peut clairement vendre des programmes à la WWE. C'est le catcheur qui peut mettre des culs dans des sièges. Et comme Vince McMahon est en recherche de mecs charismatiques pour son main roster, je pense qu'on tient un futur main eventer totalement potable pour la suite. Enfin, vous le mettez dans un premier programme avec un Drew McIntyre qui est un peu en perte de vitesse pour le construire, pour le bâtir fort. Il peut être le heel méga dominant de Raw. Quant à Roman Reigns qui est intouchable, je pense pas qu'il puisse cohabiter avec Roman Reigns. Mais sans déconner, moi je suis prêt à voir Karrion Kross step up. C'est le moment, quoi. Il y a tout, il y a la fille, il y a les pauses, il y a Pete Dunne, je rappelle, Pete Dunne, Karrion Kross, j'attends ça de ouf. J'espère qu'ils feront ça en 1 contre 1 en weekly parce que c'est la confrontation que j'ai trouvée la plus plausible, la plus crédible et la plus intrigante en tout cas. Mais non, voilà, moi je vois ça, je vois la pause à la fin de Karrion Kross avec Scarlett. Je me dis c'est bon, on signe là, on va vendre des t-shirts, on va fédérer des gens, il y a un duo un peu à la tueur-nez pour ceux qui aiment bien la Natural Born Thrillers qui m'y fait penser, enfin... C'est très classe, c'est très très cool. Et c'est pas la fin du show, on va arriver sur la fin du show dans un tout petit instant. Le show va se terminer, non pas avec une fanfare comme j'ai totalement merdé à la régie n'est pas restée forte. On retrouve William Regal qui est poursuivi backstage par Mackenzie Mitchell. Visiblement ça a été une dure journée pour William Regal qui va faire une déclaration assez choc, en tout cas qui va donner de l'intrigue et du relief peut-être pour les épisodes à venir. William Regal fait état des lieux. Ça fait 7 ans qu'il est le general manager d'NXT. Que la soirée de ce soir, elle était très très dure à gérer. C'était le chaos backstage. Il est peut-être temps de faire changer les choses. Et c'est un William Regal très concerné qu'on a peut-être senti sur la fin. Peut-être, sur un futur passage de main. Une réaction en tout cas de William Regal qui laisse notre bon ami Mackenzie Mitchell totalement pantoise, bien sûr, mais qui intrigue. Et si un nouveau general manager doit naître du côté d'NXT, le nom le plus pressenti par absolument tout le monde n'est nul autre qu'un certain Samoa Joe, qui visiblement, Samoa Joe était encore une fois présent
pour l'enregistrement, la diffusion de ce NXT TakeOver In Your House. Il y a pas mal de sites de report qui ont apparemment reporté que Samoa Joe était présent pour cet épisode de NXT. Donc, Joe qui aurait potentiellement repris des accords avec WWE, il va falloir surveiller l'épisode de mardi. Parce qu'en effet, s'il y a du changement, s'ils veulent nous faire la révélation immédiate de Samoa Joe qui reste au bercail pour être le general manager d'NXT, alors ça pourrait dire deux choses. Ça voudrait dire que Samoa Joe a peut-être pris, après son licenciement, du recul vis-à-vis de WWE pour faire d'autres tests médicaux, à savoir s'il pouvait revenir dans le ring. S'il revient à NXT pour reprendre un rôle de general manager, c'est que probablement, et c'est peut-être triste, il aurait fait une croix sur sa carrière in-ring. On le reverra pas catcher, mais on le reverrait quand même. Ce serait pas inintéressant de voir Samoa Joe dans un rôle de general manager. En tout cas, mardi, il y aura une annonce très importante de la part de William Regal. En tout cas, le segment est posé. Je pense pas que ça soit anodin qu'ils aient laissé ça pour terminer le show, pour le clôturer. Parce que ça va tout simplement vous donner envie de regarder l'épisode de mardi à la télévision. Brian, en effet, lui, il veut catcher. Ça sera jamais lui le general manager. Ça, je suis totalement d'accord avec Larix. Et je vais répondre pour terminer cette session YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé à Doc Legolas qui me dit: Sturi, n'as-tu pas peur quand tu vois comment doivent être construits les matchs pour faire paraître Cross très fort? Est-ce que ce n'est pas très ennuyant qu'il se retrouve face à un autre big guy genre Lashley? Alors, oui, certes, mais on n'aura pas la même exigence. Quand on regarde Raw et SmackDown, c'est peut-être dommage, hein, évidemment. On n'aura peut-être pas cette même exigence quand on va regarder Karrion Kross catcher dans le main roster à l'avenir, peut-être le plus tard possible, bien entendu. Qu'on va la voir à NXT. On est toujours plus exigeant quand on regarde ces gros main events d'NXT. Là, on était sur le calibre vraiment d'un gros 4,25, 4,5. Peut-être pas le match le plus mémorable, mais en tout cas une machine très très bien huilée pour clôturer cet bel épisode de NXT TakeOver New Orleans, j'allais dire In Your House. On fait bien entendu des gros bisous à la team YouTube, le qu'est-ce qui s'est passé, parce que la Ligue 2 est restée forte. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur cette chaîne Twitch, twitch.tv Sturi316, où on fait les reviews, bien entendu, des shows peut-être pas aussi majeurs hein, que les autres, mais on se donne rendez-vous juste après la rediff hein, de ce show sur la chaîne C'est ça le catch pour le Raw Recap, sachez-le. Un maximum de pouces bleus pour nos amis de YouTube. Si vous voulez plus de contenu et d'infos relatives à NXT, et je vous rappelle, je terminerai par un peu de pub pour la grande prêtresse, bien entendu, du Cravage Club qui parle chaque vendredi soir de NXT et de NXT UK sur sa chaîne Twitch, twitch.tv/Ludvin999. Jeudi pas jeudi qui arrive, jeudi, c'est jeu en deux mots, jeudi. À tout de suite à la team Twitch, et je dis à bientôt à la team YouTube. Et tout le monde, reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.